Ce podcast raconte les coulisses du trafic de drogue marseillais. Une enquête immersive et inédite, désormais disponible en librairie. Entre thrillers, documentaires et reportages, Cartel Nord, le livre publié aux éditions du Cherche Midi, plonge le lecteur dans la nouvelle ère du narcotrafic. Précédemment, dans Cartel Nord. Le rapport de l'Octrice qui est de 90, il va dire que le cannabis, c'est la drogue la plus consommée, 69%. Le trafic se sait, le trafic se ressent, et surtout, le trafic commence à impacter la vie de cité. Moi, je pense que les politiques sont les gens qui sont toujours les derniers à comprendre le fonctionnement des quartiers. À la fin des années 90, à Marseille, le trafic de drogue change de dimension. Les réseaux se structurent, les points de deal s'installent dans les cités, le business explose. Sur le terrain, habitants et travailleurs sociaux alertent de la situation, le trafic prend de la place, de plus en plus de place. Pourtant, du côté des responsables politiques, la réaction tarde à venir. À la mairie, on estime que la lutte contre la drogue relève de l'État, et à Paris, le gouvernement prépare justement un virage sécuritaire. Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode 3, la bifurcation. 14 septembre 1999, 6h du matin, 200 policiers investissent la cité de la Cayolle dans les quartiers sud de Marseille. Objectif, interpeller, perquisitionner, démanteler ce que les autorités appellent alors le supermarché de la drogue du sud de la ville. L'opération est un succès, 42 personnes arrêtées, une vingtaine d'appartements fouillés et des saisies importantes, près de 300 000 francs, soit plus de 45 000 euros, et plusieurs dizaines de kilos de cannabis. Dans la presse, les policiers l'admettent, l'ampleur du réseau les surprend, comme le montre cette analyse d'un enquêteur lue par un journaliste de la rédaction. Les éléments recueillis et les pièces à conviction que nous avons en notre possession nous permettent désormais de mieux mesurer l'ampleur de cet immense trafic. Les quantités de hashish écoulées pendant des mois sont plus importantes que nous le supposions dans un premier temps, et nous ne sommes probablement pas au bout de nos surprises. Les investigations permettent de mettre à jour un réseau de trafic de drogue très structuré, capable d'écouler et de vendre plus de 100 kilos de cannabis par semaine. Guetteurs, vendeurs, ravitailleurs, chaque rôle dans le trafic est bien défini. L'organisation est parfaitement rodée, comme l'explique l'ancien chef du service police-justice à la Provence, Denis Trocero. Ce dont on prend conscience à l'époque, mais là on est fin des années 90, évidemment cette structuration de plus en plus importante, avec des rôles très établis, une vraie division du travail qui est mise en place, que j'évoquais tout à l'heure, sur le fait que ça rapporte des sommes colossales. On en prend vraiment la mesure. Au tournant des années 2000, à Marseille, la vente de cannabis change d'échelle. Fini le trafic artisanal caché dans les appartements ou les cages d'escalier. Désormais, la vente se fait en plein jour par des réseaux quasi professionnels. Une économie parallèle, un business de l'illégal dont la toile s'étend à plusieurs cités de Marseille. À partir de la fin des années 90, ça va être le défilé à la barre du tribunal correctionnel et notamment de la 7e chambre, qui est la chambre spécialisée avec des magistrats qui sont connus pour réprimer ces affaires-là. C'est parfois 100 à 150 années de prison qui sont prononcées, fermes, sur des réseaux avec 10-15 acteurs, quoi. Donc je me souviens avoir parfois titré 150 ans de prison distribués à 15 prévenus dans le trafic de Frévalon. Après c'était Félix Piat, après c'était les Mico Coulier. Et à chaque fois c'est les flics qui débarquent et qui mettent tout le monde en garde à vue et l'affaire qui est jugée 2 ans plus tard. La Castellane, Frévalon, la Cayolle ou encore Félix Piat. Dans les années 2000, le nom de ces cités deviennent, malgré elles et malgré la majorité de ses habitants, le théâtre de l'implantation de réseaux de trafiquants de drogue. Ce glissement, cette expansion des réseaux dans certains quartiers, marque une bascule dans l'implantation du trafic de cannabis au détriment des habitants. Mylène Frappa est alors chargée de mission santé publique pour la ville de Marseille. Je participais aux rencontres du Conseil communal de prévention de la délinquance sur le quartier de la Visitation. Et là, il y a eu une alerte très forte des associations locales
qui disait faut pas nous laisser seuls, c'est pas possible. Il y a une transformation complète du quartier, c'est plus les mêmes règles qui fonctionnent. Le trafic prend une place de plus en plus importante, et donc c'est corroboré comme ça aussi par d'autres personnes, d'autres quartiers qui sont présentes. En première ligne face à l'émergence des points de deal, les habitants multiplient les avertissements. Et sans doute parce qu'eux pratiquaient la cité au quotidien. Guénaël Lemoué est, au début des années 2000, journaliste au service faits divers de la Provence. Dans les centres sociaux, par exemple, ou les associations sociales qui travaillaient sur ces endroits-là de la ville, eux ont senti la bascule avant nous. On a eu quelques remontées de gens qui disaient « Non, mais là, ça devient compliqué ». Après, il y a eu les premiers « Non, mais là, tu m'attends à l'entrée de la résidence, c'est moi qui viendrai te chercher et je t'emmènerai ». Donc, eux en ont pris conscience plus vite. Alertée, la municipalité confie alors la mission Sida Toxicomanie, à l'origine quelques années plus tôt de la distribution gratuite de seringues pour éviter la transmission du VIH, d'établir un état des lieux précis de l'ampleur du trafic de drogue à Marseille et dans les cités. Ce qu'on se dit, c'est cette question du trafic, on la méconnaît. On ne sait pas ce qui se passe, c'est une inconnue absolue pour nous, mais alors totale. Il y a des alertes comme ça. Les gens et les différents types de professionnels qui nous font retour de ces problèmes ne savent pas comment s'y prendre. Ils font des constats, des décrochages scolaires, des jeunes qui sont happés par le trafic, des pertes de repères professionnels. Et là, première chose, on se dit, d'abord, essayons de voir de quoi on parle. De quoi parle-t-on quand on parle de trafic ? En 2004, après 4 ans de travail, cette mission aboutit à la publication d'un ouvrage, La proximité à l'épreuve de l'économie de la débrouille. La production de ce véritable livre rouge sur le narcotrafic dans les années 2000 à Marseille permet de dresser un état des lieux complet sur la situation dans les quartiers autour de la question du trafic de stupéfiants. Et celle-ci identifie un axe majeur d'action, la jeunesse. L'enjeu, c'est la protection des mineurs, quoi. Il faut, sur ce territoire, qu'on développe des systèmes de protection pour les mineurs. Et ça veut dire large, c'est pas simplement le système juridique de protection, mais c'est dans l'accompagnement, c'est dans les offres qui sont faites aux mineurs. Il faut protéger les mineurs. Donc, je trouve que là, on assiste à une période où il y a une forme de hiatus entre le degré de connaissance dans lequel on va être par ce travail, par ce qui produit comme initiative sur les territoires. Je dirais presque qu'il y a un hiatus majeur. À ce moment-là, après ces premières productions et les initiatives qui en découlent autour de qu'est-ce que le trafic ? Et je me dis qu'arrive très tardivement dans les grands axes d'orientation des politiques publiques la question du trafic. Et elle arrive de façon particulière, elle n'arrive pas avec une commande claire, elle arrive sous la forme d'une incitation à travailler auprès de jeunes, à apporter des éléments de connaissance, à mieux comprendre, etc. Elle n'arrive pas dans il faut qu'on réponde à ce problème-là. Une absence de mesures politiques concrètes, un écart entre le niveau de connaissance sur le trafic et les actions menées, pour Mylène Frappat, au milieu des années 2000, un grand décalage se crée. Et pour le journaliste Denis Trocero, ce décalage serait justement le symbole de ce qu'il appelle un certain angélisme marseillais. À l'époque, il y a du trafic, on ne peut pas le nier, mais on est toujours dans un sentiment que je qualifierais d'impunité. On dit qu'à Marseille, il n'y a pas de violence urbaine et que le trafic de drogue, c'est finalement qu'un problème subalterne. Pourquoi ? Parce que les cités n'explosent pas, donc on se dit ça fonctionne bien. Et c'est surtout masqué par un discours que je qualifierais d'angélique, qui revient assez souvent dans la communauté politique, c'est de dire Marseille, en fait, cette ville est magique. On a une espèce de recette géniale qui fait que rien n'explose, pas même les cités sur fond de drogue. Il y a le soleil, l'Olympique de Marseille, le tissu associatif très dense des quartiers nord, ce qui est vrai. On oublie juste de dire qu'il y a aussi des trafiquants de drogue qui font vivre des familles entières. La présence de ces réseaux modifie alors le vivre ensemble et l'équilibre dans de nombreuses cités, au point même, selon Mylène Frappat, d'en réguler la délinquance.
On a attribué pendant longtemps le fait qu'il n'y ait pas eu d'émeute en 2005 à Marseille à la présence des associations locales et tous des intervenants territoire. Moi, je rajouterais à la présence déjà des réseaux qu'il fallait protéger, quoi. Le trafic, il n'avait pas du tout envie que ça bouge trop, quoi, dans les quartiers. Ils ont pris ce rôle-là. C'est des logiques d'emprise sur le territoire qui se sont mises en place. Et les logiques d'emprise, elles agissent entre menaces et protection, quoi. Il y a les deux. De façon étonnante, et ça serait bien que ce soit vérifié, la baisse de la petite délinquance. Je vous assure, très personnellement, je suis passée pendant des années devant la Castellane. Devant la cité de la Castellane, il y a des choufs à plusieurs entrées. Sur la grande entrée, il y a les choufs qui sont là. Il y a un feu rouge où on est obligé de s'arrêter. Avant que le deal soit en place, le nombre de fois et le nombre de personnes que je connais qui sont vues casser la vitre de la voiture, piquer le sac à main, mais une fois que le deal a été en place, c'est fini, ça. Ça a été terminé, ce genre de petites pratiques délinquantes. Donc je pense qu'il y a un enjeu pour le trafic à réguler un territoire, quoi, dans ce rapport ambivalent, protection et menace, quoi, les deux. Déni ou illusion face à la gravité de la situation, une chose apparaît clairement, la classe politique locale n'a pas permis d'empêcher le trafic de stupéfiants de s'implanter dans les quartiers populaires. Élu en 1995, réélu en 2002, le maire de Marseille, le véritable homme fort de la politique locale, Jean-Claude Gaudin, reste alors sur sa position. La lutte contre le trafic relève de l'État et non de la ville, comme l'explique l'ancien membre de son équipe municipale, Yves Morène. Pour Jean-Claude Gaudin, la sécurité est relevée d'un devoir régalien de l'État. Et la lutte contre la grande délinquance est relevée de l'État. Il n'y avait pas une attention particulière à ce sujet-là, dont il considérait qu'il relevait de l'État. Quand Gaudin il dit c'est l'État qui doit faire, il n'a pas tort. Hein. Michel Peraldi est sociologue et anthropologue, directeur de recherche émérite à l'IRIS. Je veux dire, parce que l'État fait tout à Marseille, il peut aussi s'occuper de la drogue, tant qu'à faire. Et en gros, pour le dire de façon très domestique, à partir du moment où la ville se sent incapable de gérer un problème, on appelle à l'État. Et je veux dire, on l'a fait sur le problème économique, on l'a fait sur le port, on l'a fait partout. C'est une habitude de se tourner vers l'État en disant on ne sait pas quoi faire, on a besoin de vous. Le fait qu'effectivement tout le combat contre la drogue, tout ce qui relève de l'ordre public, tout ce qui relève des trafics de cité ou des trafics plus généralement, au prétexte que c'est de la compétence de ministères régaliens que sont le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, il y a une manière d'abandon du politique local qui se dit, le conseil départemental, la mairie, le conseil régional, ils se disent non, c'est pas de notre compétence, c'est l'État qui fait pas son travail. Donc il y a une manière de déresponsabilisation de nos autorités locales, parce que c'est aussi compliqué, je pense, d'expliquer aux Marseillais qu'on va devoir consacrer des sommes colossales à la lutte contre ces trafics. Et pour autant, on sait qu'il y a un vrai problème dans nos cités, un vrai problème d'ordre public, et surtout un vrai problème de notre jeunesse et de mères de famille qui sont confrontés au jour le jour avec le trafic de drogue. Un État omniprésent, des élus locaux en retrait et un constat, le trafic gagne du terrain. L'État va alors changer de braquet et amorce une bifurcation dans sa stratégie de lutte contre la délinquance et le trafic de stupéfiants. En mai 2002, Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur. Et très vite, le premier flic de France enclenche un tournant sécuritaire dans l'approche policière dans les quartiers. Un virage illustré en février 2003 par un déplacement dans un commissariat de Toulouse en Haute-Garonne, où devant les caméras, le ministre désavoue publiquement l'action de la police de proximité. Le travail de prévention que vous faites est très utile. Mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Loin d'être anodine, cette remontrance illustre le changement de doctrine de l'État dans sa politique de lutte contre la délinquance et le trafic de drogue en particulier. C'est le début de la bifurcation entre l'action sociale et l'action sécuritaire, comme l'explique le sociologue Dennis Rogers. C'est à partir de là qu'on a commencé à avoir vraiment beaucoup plus de distance entre
la police et la communauté locale. En fait, ce que je pense qu'on a assisté, c'est plutôt une transformation des formes d'intervention de l'État dans les cités. Cette bifurcation, cette nouvelle approche ne permet toutefois pas d'endiguer la montée en puissance du trafic de stupéfiants, dont le chiffre d'affaires ne cesse de grossir année après année. Et à la fin des années 2000, tout va basculer, une nouvelle donne s'impose et fait entrer ce trafic dans une nouvelle ère, celle de l'ultraviolence. Marseille plonge alors dans un cycle sans fin de règlement de compte et oblige le politique à réagir. Dans l'œil du cyclone, la deuxième ville de France devient un véritable laboratoire des politiques de lutte contre le narcotrafic. Un épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.